Il y a un endroit sur la planète dans lequel je me sens très bien. Les paysages me sont familiers, j'y ai de nombreux amis, je connais presque par cœur les chemins, les pistes et les sentiers pour les avoir parcourus pendant 12 ans. Voyager au Maroc, pour moi, c'est me débarrasser du stress, c'est recharger mes batteries. Alors, bon voyage et bonne aventure, mais méfiez-vous d'une chose, du soleil. Nous allons ensemble descendre dans ce paysage pour rejoindre le fond de la gorge en empruntant un sentier connu seulement de quelques bergers. Le taxi nous a laissés ici à 230 km au sud de Marrakech, plus précisément entre Ouarzazate et Agdez, juste après le col Tinifif, dans le Jbel Anouar. Nous allons randonner toute la journée dans cet univers minéral, mais pour rejoindre finalement, au bout du chemin, l'ombre et la fraîcheur. Grâce à l'érosion, nous avons sous les yeux des millions d'années d'histoire géologique. Nous sommes dans un massif sédimentaire. Et au fur et à mesure de notre descente, nous rencontrerons les couches les plus anciennes. Nous traverserons en fait une sorte de millefeuille, mais ici la lame du couteau est remplacée par le passage de l'eau. Dans les temps extrêmement lointains, lorsqu'il y avait de la végétation partout, l'eau de pluie traversait l'humus, elle s'acidifiait. Elle se chargeait en acide carbonique qui rongeait la roche au point de fabriquer ce paysage. Il en a fallu de l'eau pour fabriquer ce décor. C'est plus le cas aujourd'hui, mais je connais néanmoins quelques sources, je vous en ferai profiter. Chose promise, chose due. Voilà une source captée qui permet d'ailleurs d'alimenter des petits jardinets. Elle est stockée un peu plus haut dans un bassin dans lequel nagent des grenouilles. Et cette humidité permet la croissance de lauriers qui ne sont pas en fleurs aujourd'hui, nous sommes arrivés trop tôt, mais qui dispersent leurs graines. Ils sèment au vent. Il y a même des figuiers qui, eux, n'ont pas encore leurs feuilles. Mais les amandiers sont tout blancs, ils sont en fleurs. Et je ne parle pas des palmiers, nous sommes dans une palmeraie. Les rochers qui brillent dans mon dos ne sont pas mouillés, ils réfléchissent la lumière grâce à la patine saharienne. Effectivement, vous remarquerez que les roches ici sont très sombres et c'est ce qui correspond donc à cette fameuse patine qui est due aux conditions climatiques très particulières de cet endroit. Imaginez la température extrêmement forte qui règne sur cette pierre dans la journée, en plein soleil, en plein été. Pendant la nuit, la température s'abaisse brutalement, quelquefois de 40 degrés. La pierre se contracte. Le lendemain, elle se dilate au soleil. Cet effet mécanique finit par user la pierre, par lui rendre la vie impossible. Elle se brise. Et d'année en année, de décennie en décennie, ça donnera des petits cailloux. Et plus tard, de la poussière. À cet endroit, la vallée s'est élargie. Elle se resserre un peu plus loin. Je viens de me tailler une petite baguette dans du laurier rose.
Et je vais vous abandonner un petit instant parce que je connais bien cet endroit. Et avec un peu de chance, j'aurai bientôt quelque chose à vous montrer. C'est une vipère à cornes. Il y en a effectivement dans cette vallée, dans cette gorge. Il faut donc faire attention. C'est très bien d'ailleurs que nous puissions en trouver en ce moment parce qu'il est midi à peu près. Nous sommes en février, donc les nuits sont fraîches. Alors elles commencent à sortir pour se réchauffer, pour réguler leur température. Et vous voyez, son territoire est très petit en ce moment. Il est déterminé en fait par les traces qu'elle abandonne sur le sol en marchant, ces traces d'écailles. Il ne faut surtout pas se faire mordre par cet animal, qui n'est pas agressif par ailleurs, qui fuit lorsque vous arrivez. Regardez, elle va retourner chez elle. On la regarde faire. On voit très bien son mouvement, c'est un dévideur latéral. C'est un serpent qui peut se déplacer sur les sols lisses, sur le sable par exemple, ou sur des surfaces très planes, très plates, comme une plaque de verre. Regardez. Ces écailles ventrales prennent le mouvement d'une hélice, ce qui lui permet de se déplacer sur le côté, sans point d'appui. Elle n'a pas besoin d'appuyer sur le milieu pour se déplacer. On aperçoit aussi ces écailles qui sont très rugueuses. Et quand on l'agace vraiment très fort, elle frotte ses écailles les unes contre les autres et elle imite en quelque sorte, sans le savoir, le chant de la cigale. On voit très bien son œil fendu, sa pupille verticale, très serrée, très mince, puisqu'elle est en plein soleil. On voit aussi que son œil est situé sur le dessus de la tête, comme sa narine. On dit qu'ils sont en périscope en quelque sorte, ce qui permet à ce serpent de se cacher en s'enfonçant dans le sable. Seuls les narines et les yeux dépassent, mais il est bien difficile de les voir. On va lui rendre sa liberté, je pense que l'émotion était très forte, mais je vais quand même, avant, me permettre de la chatouiller un petit peu. Je vais vous montrer ses crochets. Crochets qui correspondent avec la glande à venin qui se trouve ici. C'est dans le Djebel qu'on enregistre les températures les plus élevées en plein été. À l'ombre de cet acacia, le thermomètre peut monter jusqu'à 50 degrés. Alors figurez-vous que ces acacias sont très répandus, surtout en Afrique et en Australie. Mais savez-vous que le mimosa est un acacia dont l'origine est australienne? Alors comment font ces arbres pour vivre dans un milieu hyper aride comme celui-ci? C'est très simple finalement. Ils arrivent à puiser l'eau profondément dans le sol, cette eau qui remonte jusqu'à eux par capillarité. Mais cette eau, ils doivent la conserver. Alors leurs feuilles sont toutes petites et elles offrent très peu de surface au soleil, donc à l'évaporation. Et ces espèces qui sont sahariennes ou pré-sahariennes possèdent à la base des feuilles de fortes stipules épineuses. Et j'allais oublier de vous dire que leur bois est très très dur. Alors il sert à fabriquer des manches d'outils. Et malheureusement aussi, on l'utilise dans le feu.
Voilà un petit arbre qui appartient à une énorme famille tropicale. Et figurez-vous que nous avons beaucoup de chance de le rencontrer parce qu'il est rare dans le sud marocain. Nous sommes en effet à sa limite au niveau de son aire de répartition. Nous sommes trop au nord. Alors je ne connais pas son nom vulgaire, alors je vous livre le nom scientifique, c'est le Calotropis procera. Il peut atteindre 4 mètres, 4 mètres 50 de haut, et on le reconnaît très facilement. D'abord, à ses feuilles. Regardez, elles sont larges, elles sont ovales, et quand on les regarde de très près, on découvre un petit duvet blanc. Il est possible aujourd'hui de rencontrer au bout des branches des fleurs en bouton. Il faudra repasser dans un mois pour découvrir leur couleur. Elles sont pourpres. Encore un détail. Regardez son liège. Il est très épais. Et tout l'arbre contient un latex abondant qui est en même temps irritant. Donc attention de ne pas vous en mettre sur les muqueuses. Ne le mangez pas non plus. Et ce latex, figurez-vous que de l'autre côté du Sahara, eh bien, on l'utilise pour faire cailler le lait. On l'utilise comme la présure. Alors, avant de le quitter, encore un petit détail. Son bois est d'une extraordinaire légèreté. J'allais oublier de vous dire que sous les pierres se trouvent des microclimats favorables à la vie. Le scorpion en profite pour y passer la période la plus chaude de la journée. D'autres se promènent en plein soleil, mais ils s'élèvent sur leurs pattes et courent vite. Dans le désert, il faut ouvrir grand les yeux, ce qui peut vous permettre de découvrir des petites bestioles comme ce charançon qui est en train de se réchauffer au soleil. Ce n'est pas celui-là que vous risquez un jour de rencontrer, en tout cas je ne vous le souhaite pas, dans vos placards, à l'intérieur de vos paquets de pâtes ou de riz. Nous allons franchir le petit col qui se trouve à la limite de l'ombre, parce qu'il s'agit en fait d'une porte largement ouverte sur une palmeraie, mais celle-là est beaucoup plus grande puisqu'elle fait 200 km de long. Nous sommes maintenant à 2 heures de marche du col qui se trouve dans mon dos. Nous sommes bientôt sortis de ce terrain instable recouvert de pierres, de galets. Nous sommes sortis de ce Lidoued pour rencontrer bientôt un terrain beaucoup plus plaisant à la marche. L'Ouedra coule sur un peu plus de 200 km, puis il rentre dans le sol et c'est par voie souterraine qu'il rejoint l'océan Atlantique à plus de 1000 km d'ici. C'est toujours surprenant quand on arrive à cet endroit de découvrir ce ruban vert pris en étau entre deux montagnes brûlées par le soleil. Et vous observerez que les villages, les Ksours, pluriel de Ksar, sont construits à l'extérieur de la palmeraie, ce qui permet de réserver la zone fertile et irrigable aux cultures. Plus de 80 000 personnes vivent ici dans la palmeraie du Dra. Ça vous dit, on y va, on plonge sous les palmes?
si les palmiers sont dorlotés, chouchoutés, ce n'est pas seulement parce qu'ils produisent des fruits. Parce qu'en fait, seuls les palmiers femelles donnent des dattes. Elles ont besoin des palmiers mâles qui produisent le pollen qui sera transporté par le vent et qui viendra féconder les ovules. Et quand on regarde de près une palmeraie, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a des palmiers stériles. Et pourtant, ils sont protégés. Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont indispensables, ils produisent de l'ombre. Ici, accrochez-vous bien, il fait entre 3000 et 3500 heures de soleil par an, contre 1600 à Paris. Alors vous me direz, c'est très bien pour la photosynthèse, oui d'accord, mais trop c'est trop. Sans cette ombre, il serait absolument impossible de cultiver les céréales, la luzerne, les fèves, de faire de la culture maraîchère. Écoutez. Il n'y a pas que le vent qui transporte le pollen. Vous les avez reconnus? Ce sont des abeilles. Et elles butinent les fleurs d'un amandier. Alors, je ne veux pas vous faire offense, mais savez-vous que l'amandier est un arbre? Oui. Mais le palmier, lui, n'en est pas un. Alors, il faut savoir aussi que dans cette palmeraie du Drap, on récolte des quantités de fruits, dont des pommes, dont des agrumes, oranges et citrons, mais également des grenades et du raisin. Notre randonnée est presque terminée. La journée a été bien remplie. Mais avant de quitter la palmeraie du Drap, je vous emmène rendre visite à de vieux amis. Et je suis presque certain que nous allons déguster ensemble un verre de thé à la menthe. Quand on traverse un Xar, on est toujours étonné de rencontrer des quartiers en ruine. Tout est normal. Les murs sont construits en pisé et sous l'effet de la pluie, quand elle arrive, ou sous l'effet du vent, eh bien ces murs finissent par fondre, par disparaître. Alors, du coup, la place est libre et le village se reconstruit dessus. Vous ne verrez donc jamais de bâtiment très ancien dans un Xar. 100 ans, c'est un maximum, même si le Xar lui-même a plusieurs siècles. Nous visitons le Maroc à l'époque du Ramadan. Il est 18h, largement passé. La journée de jeûne est terminée. La famille Madani va pouvoir se restaurer. Tout près d'ici, des gravures rupestres représentent des antilopes, des éléphants,
Sous l'Antiquité, le oued-drap était beaucoup plus large qu'aujourd'hui, et tout autour, il y avait une sorte de savane qui abritait tous ces animaux, y compris des girafes. Ce oued circulait à la surface du sol sur plus de 1000 km avant d'atteindre l'océan Atlantique. Et l'historien Polybe décrivait cet endroit comme étant infesté de crocodiles. Nous sommes loin de cette description aujourd'hui. L'eau est néanmoins très importante à la vie, et à la vie de la palmeraie en particulier. C'est de cette maison forestière d'Annmine, au beau milieu des Arganiers, que nous commençons notre balade. Nous sommes à 30 km au sud-est des plages d'Agadir, au Maroc, et nous partons pour un parcours assez long puisque nous allons rejoindre d'abord Biougra, puis Tiznit, puis Goulimine, Tantan et enfin Tantan plage. Rassurez-vous, nous ferons des arrêts, ce qui nous permettra de randonner et de comprendre quelles sont les causes de la désertification au Sahara. Pourquoi commencer notre balade ici, dans la forêt d'Annmine, dans la vallée du Souss? En fait, c'est très simple. Quand la région que l'on appelle aujourd'hui le Sahara s'est fait de plus en plus sèche, les plantes qui n'ont pas pu résister à la sécheresse se sont éteintes. Mais les animaux, parmi les plus mobiles et les hommes, se sont éloignés de cette terre surchauffée et sans eau. Et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés ici, dans cette forêt, dans cette savane, de plus en plus dégradée, mais également sur le littoral atlantique, précisément là où nous nous rendons aujourd'hui. La savane est effectivement une forêt dégradée. Mais ici, ce ne sont pas des acacias, ce sont des arganiers. Eux aussi possèdent des épines, leurs feuilles sont petites, elles sont étroites pour éviter l'évaporation. Et ce sont des arbres menacés, non pas par des grands mammifères, comme on peut les rencontrer de l'autre côté du Sahara, les éléphants, les girafes, mais par des chèvres qui mangent les jeunes branches, qui mangent les feuilles à la base de l'arbre. Elles n'hésitent pas quelquefois à grimper dans l'arbre, et les dromadaires attaquent la cime de l'arbre. Cet endroit est menacé parce que de plus en plus de transhumants s'installent ici avec leurs troupeaux. C'est déjà les grands processus qui conduisent au surpâturage. Voilà une image typique du Larganeret, de la vallée du Souss, des chèvres acrobates qui ne se contentent pas de manger les feuilles des arganiers, elles usent également le liège de l'arbre. Du coup, il s'affaiblit. C'est un spectacle plaisant, certes, mais dangereux pour la forêt. Les pierres ont été rassemblées, elles ont été disposées en ligne pour permettre le passage du matériel agricole. On cultive à cet endroit. On cultive dans le sable et on cultivera aussi longtemps qu'il y aura des arganiers parce qu'ils contribuent à maintenir ici l'humidité indispensable. Je ne vous ai pas dit que l'arganier porte un fruit, l'argane, qui ressemble à l'olive
et qui, comme l'olive, sert à faire de l'huile. Mais là, ce n'est pas la chair que l'on broie, c'est l'amande. Alors voilà comment l'on procède. On ramasse l'argane jaune, on la fait sécher, on décortique la pulpe qui servira à nourrir le bétail. Puis, on brise le noyau qui servira à faire du feu. On récupère enfin l'amande, on la fait griller comme on fait griller les cacahuètes et on la passe à la meule. شوي شوي. La matière brune qui s'écoule de la meule est récupérée, mise dans un chiffon, on la presse, on obtient ainsi une huile très parfumée, très colorée et délicieuse. Il faut la consommer en mettant du pain dedans. La forêt d'Anmin est loin dans notre dos, nous progressons plein sud. Nous sommes entre Tiznit et Goulimine. Au fur et à mesure que nous avançons, le paysage se transforme et la végétation évolue. Les arbres que l'on peut observer dans la montagne en ce moment, ce sont des arganiers, encore eux. Ils attestent de la présence autrefois d'une vaste forêt. Nous progressons encore une fois. Notre prochaine étape, c'est Goulimine. Nous y passerons la nuit. Nous croisons là les derniers arganiers. Nous sommes à la limite de leur aire de répartition. Ils ont quelques fruits. Goulimine est dans mon dos. Nous partons tranquillement rejoindre l'océan Atlantique, la plage blanche. Et ce sera évidemment l'occasion de nous interroger sur le pourquoi il pleut rarement au Sahara. La vie est possible au Sahara grâce à la présence de microclimats. Et précisément, l'océan Atlantique génère un microclimat. Il suffit de rentrer à l'intérieur de la bande littorale sur presque 10 km pour rencontrer une végétation tout à fait typique, tout à fait caractéristique, essentiellement composée d'euphorbes. Les euphorbes appartiennent à une vaste famille dont les espèces présentent des formes différentes. Celle-ci ressemble à un arbre, l'autre un peu plus loin ressemble à un cactus. Et pour vérifier qu'il s'agit bien là d'euphorbes, il suffit de faire une petite incision.
Attention, la sève laiteuse qui s'échappe est toxique, est irritante. Dans le lit de l'oued, là où les conditions climatiques sont meilleures, la forme arborescente a déjà fait ses fleurs et ses feuilles. Le fort Bougeref, c'est un vestige en plein désert de l'occupation française, de la colonisation. Nous avons laissé notre véhicule à l'ombre des eucalyptus pour redescendre un bout de chemin le long de ce oued qu'on appelle le oued Asaka. Nous espérons rencontrer une jolie tortue malgré son nom, la tortue lépreuse, qui vit en eau douce ou en eau légèrement saumâtre. C'est un animal carnassier, elle se nourrit de poissons, elle se nourrit aussi de grenouilles et de petits serpents. Là, je vais prendre la main de pied. Non, ça va. Elle est extrêmement discrète, très farouche. Elle est très difficile à approcher. Je ne pourrais vous en montrer qu'une petite, une jeune. Elle a peut-être 1 an, maximum 1 an et demi. Mais regardez sa carapace, regardez comme elle est joliment colorée, regardez ses dessins. On l'appelle tortue lépreuse parce que les tortues âgées, les beaucoup plus grosses, ont quelquefois des algues qui poussent sous les écailles. Ça donne une impression bizarre, on appelle ça lèpre. En réalité, cette tortue est très abondante tant qu'il y a de l'eau. Quand l'eau manque en plein désert, eh bien, elle s'ensable, elle s'enfouit dans la vase. Elle passe la période la plus sèche à la fraîcheur. Maintenant, je vais vous montrer ces jolis yeux bleus. Pour faire sortir la tête, ce n'est pas compliqué. Vous appuyez légèrement sur les pattes arrière, légèrement sur les pattes de devant. L'espace à l'intérieur de la carapace est complètement occupé. La tête est obligée de sortir. Avec un peu de patience, vous verrez ces jolis yeux bleus. En fait, s'il ne pleut pas au Sahara, c'est parce que les nuages n'arrivent pas jusqu'à lui. Il rencontre des barrières en chemin. La première d'entre elles, c'est le Haut Atlas, qui dans son axe nord-est-sud-ouest, oblige les nuages à déverser leur pluie sur le versant nord, sur le versant septentrional, en oubliant tout simplement le versant sud. La deuxième barrière, c'est
un courant froid, un courant d'eau glacée que l'on appelle le courant des Canaries, qui passe donc entre les îles Canaries et le continent africain. Ce courant génère une zone froide dans laquelle les vents humides, encore une fois provenant de l'Atlantique, déversent leur humidité. Donc, seule une frange littorale d'environ 10 km au grand maximum profite de cela. Alors bien sûr, il y a quand même des nuages qui arrivent à passer ces deux obstacles. Mais ces nuages rencontrent à ce moment-là, et très tôt, de très hautes pressions atmosphériques sur lesquelles ils se disloquent. En fait, il pleut moins de 200 mm d'eau par an au Sahara. Mais ce n'est pas tant l'absence ou la rareté de la pluie qui est grave, c'est surtout la présence d'un vent pratiquement permanent qui dessèche tout. Des scientifiques ont fait une expérience, ils ont alimenté dans certains endroits du Sahara une nappe d'eau artificiellement. Eh bien, figurez-vous que le vent et la chaleur ont été capables d'évaporer 4 mètres d'eau en une année, alors qu'il pleut moins de 200 mm. Vous avez tout compris. Ces splendides dunes de sable dont les parties interdunaires sont envahies par de l'eau de mer, infiltrée, nous montrent avec exactitude la puissance du vent. Regardez, le sable est plaqué contre la falaise, puis il passera par-dessus, et c'est ce sable qui plus tard ira façonner la montagne, sculpter les rochers. C'est dans ce paysage que nous allons passer notre seconde nuit au Maroc. Nous avons quitté le sable pour le rocher. La piste était un peu raide, nous sommes un peu cassés, mais nous voyons à l'horizon la route qui va nous permettre de rejoindre Tan-Tan. Avant, je vous propose un petit arrêt. Suivez-moi à l'ombre. L'absence de nébulosité provoque de très fortes températures. Un certain mois d'août, sous cet arbre, le thermomètre est monté jusqu'à 54 degrés. Au sol, au soleil, à 67 degrés. Dans ces conditions, la vie semble impossible et pourtant, des plantes ont réussi à s'adapter. Elles apportent l'eau nécessaire aux animaux qui s'en nourrissent. Ce sont des colocyntes. La colocynte vulgaire que l'on rencontre au Sahara. C'est un fruit bien adapté aux conditions de sécheresse. On l'appelle aussi colocynte des ânes, tout simplement parce que le voyageur assoiffé a tendance à l'ouvrir et à manger sa chair pleine d'eau. Mais elle est très amère. Attention, elle a aussi des vertus purgatives. Une cavité dans le sol, le dessous d'une pierre, l'intérieur d'un buisson sont autant de microclimats. Malgré le froid, malgré le mois de février, j'ai trouvé des petits animaux. Ce coléoptère est représenté en France. On l'appelle chez nous porte-malheur parce qu'il est habillé de noir. En réalité, il est complètement inoffensif. Celui-ci, c'est le carabe sacré. Oh, vous le connaissez aussi. Vous l'avez peut-être vu rouler sa boule de crottin ou de bouse de vache dans laquelle il dépose ses œufs. Voici maintenant un bébé lézard, un bébé tropiocolote, un petit lézard du désert. L'adulte est environ 3 fois comme celui-ci. Il vit la nuit, il passe la journée sous les pierres, il est extrêmement fragile. C'est aussi la proie des araignées. Le courant froid des Canaries est très poissonneux. La raison en est très simple. L'eau froide tombe, agite les vases et dans les remous remontent à la surface des éléments de nutrition nécessaires au phytoplancton. C'est le début de la chaîne alimentaire. C'est aussi le début d'une surexploitation du milieu marin. Tan-Tan-Plage, il y a 20 ans, était un point sur la carte. C'est aujourd'hui le premier port sardinier au monde. J'ai bien peur que la mer
ne supporte pas les ponctions qui lui sont faites. Je vous disais en commençant ce voyage que le littoral saharien a été un refuge pour les hommes. Nous en avons la preuve en ce moment. Nous marchons ensemble sur de la préhistoire. Elle n'est pas très intéressante sur le plan scientifique parce que toutes les époques sont mélangées, elles se retrouvent toutes sur la même couche à cause de l'érosion. Mais il y a des grattoirs, il y a des perçoirs, il y a des pointes de flèches, des éclats en tout genre dans une très belle matière, du silex rubané. Il y a même des coquilles d'œufs d'autruche. S'il y avait une morale à ce morceau d'aventure, ce serait apprenez à écouter, apprenez à regarder, soyez curieux. Nous sommes à moins d'une heure de Marrakech. Nous venons de traverser l'immense plaine du Haouz, plein sud, pour rejoindre Moulay Brahim. C'est de cet endroit, de ce lieu saint, de ce lieu de pèlerinage célèbre dans tout le Maroc, que nous partons en direction de Sidi Chamarouche et de son curieux rocher blotti au pied du Jebel Toubkal. Et comme il faut être fidèle en amitié, depuis 26 ans, je retrouve Aoussa ici pour faire un nouveau bout de chemin avec lui. Salut Oussa, ça va? Ça va. En forme? Oui. Alors dis-moi, Ouais. le saint, où est-ce qu'il est en ce Il est moment? là. À gauche. L'entrée, c'est là. Puis là, c'est l'entrée, le sang, c'est à gauche. Et puis l'entrée de la mosquée, c'était à droite. Moulay Brahim. Moulay Ibrahim. Et c'est pas là qu'il allait prier? Lui. Non, il priait dans la montagne. Juste en face. Ouais. En gravissant les marches de Moulay Brahim, n'hésitez surtout pas, arrêtez-vous de temps en temps, et en particulier devant la boutique du guérisseur. Il y a plein de choses à voir. Alors ce ne sont pas des pierres, ce sont en fait des agglomérats de produits à base d'encens qui servent à parfumer la maison. Il faut les mettre dans le feu. Il y a également du soufre, il y a une pierre sombre là-bas, c'est du koul qu'il va falloir réduire en poudre pour se maquiller les yeux. Et puis un petit peu plus haut, des quantités de peaux d'animaux. Il y a là-dedans du chacal, il y a du serpent, il y a du varan, il y a même une gazelle, la gazelle d'Orca, et puis plein de caméléons. Aoussa, Ouais. ça, c'est du rouge à lèvres. C'est du rouge à lèvres. Ouais. Alors, méfiez-vous. Voilà comment on s'en sert. Et le doigt, On mouille, ouais, il touche. c'est pratiquement indélébile. Et ça reste 24 heures. Toutes ces compositions à Aoussa, tous ces petits cônes que l'on voit préparer sur le papier journal, à quoi servent-ils? Ça sert, c'est des médicaments pour mettre au feu, là, pour faire guérir les femmes qui sont malades. Alors, quand elles sont malades, effectivement, on met ça dans le feu, Dans le ça feu. fait de la fumée, elles respirent la fumée Ouais, elle respire la fumée pour le faire guérir un peu. et ça les guérit. Ouais. La plante que l'on appelle ici le henné, qui sert notamment lorsqu'on en prélève des feuilles à fabriquer une sorte de teinture pour les cheveux ou pour la plante des pieds, est réduite en poudre.
On la mélange avec de l'eau, on y incorpore du jus de citron. Le tout donne une espèce de purée assez liquide. Et grâce à une seringue, cela permet de faire de jolies décorations sur les mains. Aoussa est parti rassembler ses affaires pour la suite de notre aventure. Je le rejoins par le chemin des écoliers, ce qui me permet de traverser l'étage du genévrier. C'est un arbre qui a été très longtemps utilisé par les hommes parce qu'il contient une gomme dont on se servait dans la fabrication des vernis. Pour cela, on faisait une incision, on y mettait un petit godet, on récupérait cette résine, comme on le faisait il n'y a pas très longtemps encore avec le pin dans les Landes. Les bergers coupent les branches pour nourrir les moutons. Et finalement, c'est très grave parce que cet arbre est très utile à la nature. Ses racines retiennent le sol, elles limitent l'érosion. Alors comme la forêt devient de plus en plus clairsemée, on est obligé d'implanter un autre arbre, le pin, comme c'est le cas à Moulay Brahim. Ne cherchez pas de palmiers dans cette oasis, vous n'y rencontrerez que des peupliers et des arbres fruitiers. Des pommiers, des poiriers, des cognaciers qui ne fleuriront que dans 1 mois et demi. Ils sont largement devancés par les amandiers. Cet immense verger est irrigué toute l'année grâce à un petit canal que l'on appelle ici Saguiya. Je viens de déranger l'un des plus petits lézards de la planète, un saurodactyle. Normalement, il se balade la nuit, mais au mois de février, il tente quelques sorties pour se réchauffer aux premiers rayons du soleil. C'est un petit animal extrêmement fragile. Il est adulte en ce moment. Et si vous le saisissez brutalement entre le pouce et l'index, il abandonne sa veste, il se déshabille, il perd sa peau. Il faut donc le manipuler avec beaucoup de délicatesse. Et regardez, il n'est pas tout seul. Il y a ici dans l'herbe un bébé psamodrome qui lui aussi profite du soleil du mois de février. Vous ne trouverez pas de pépites d'or en remontant cette oued, mais de petites agates charriées par le courant. Vous pouvez les ramasser et vous amuser chez vous à les polir à la main. Il vous faudra simplement du papier de verre de différentes grosseurs, du plus gros au plus petit, de l'huile de coude et de la patience, mais je vous assure que le résultat vaut bien l'effort. Cette saguiya a de la valeur puisqu'elle n'est pas alimentée par l'eau de l'oued, mais par une source captée. On appelle la source ici l'Aïn, l'œil de la terre. Son eau est tellement abondante toute l'année qu'elle sert à alimenter en force motrice 2 ou 3 petits moulins. Le meunier est une meunière. Baissez bien la tête en entrant car les moulins sont bas de plafond au Maroc. Et quand on ressort, on est toujours blanc. Il est préférable de s'accroupir. La meule tourne gentiment, évidemment, à l'horizontale. Elle est actionnée
par des pales propulsées par l'eau de la Sagia, et ces pales sont elles aussi à l'horizontale. En ce moment, c'est de l'orge qui est en train d'être travaillé, et on voit très facilement les grains d'orge tomber au centre de la meule, tout simplement en se penchant un peu, et s'ils tombent, c'est parce que le système qui les contient en ce moment vibre. Et cette vibration est due à un morceau de bois qui relie le panier à la meule. C'est de la farine complète puisque les grains ne sont pas décortiqués. Ce petit pont était encore en bois il y a 2 ans, mais les habitants d'Asny, là de le reconstruire à chaque printemps, ont remplacé le bois par le béton. Je vous emmène faire quelques courses, les provisions du randonneur, du pain, plus exactement de la caissera, toute chaude, des sardines, des oignons et des oranges. بس جيب لي ليمون كيلو كيلو شحال باينه لك واخا يلا باغيه جبتي لي ولا جابوها قال لك انت جابوا العواد هذه. Avant de vous enfoncer dans les djebels, vous pouvez vous reposer ici, à l'auberge de jeunesse d'Asny. Vous avez la carte des auberges. C'est très bien. Vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous paierez simplement un tout petit peu plus cher. Par temps sec, ce qui est fort probable, je vous propose, je vous conseille même de vous installer sur la pelouse, sous les oliviers. Je vais rejoindre Aoussa. Tu es prêt ou ça? Ouais, bonjour. Ouais. Tu as préparé le thé là? Ouais. Sympa, hein. C'est bien sympa. Ouais. Je suis toujours impressionné quand tu fais ça. Ouais. Moi je le fais, je mets tout à côté. Tu m'as raconté un jour l'origine de Douar l'Arabe, mais Ouais. tout le monde ne la connaît pas cette origine. Non, pas beaucoup, mais les Sahraouis, ils sont venus de Tata. Ils sont venus, mais avant, c'est des Touaregs qui déplacent. Ils suivent des bêtes, c'est des nomades. Après, ils sont venus, il y a longtemps, ils sont venus s'installer là, à Asni. Ils ont fait un petit village qui s'appelle Douar l'Arabe, en face de Toubkal. Ils Alors sont Douar installés l'Arabe là. parce que c'est des gens qui viennent du Sahara. Qui viennent du Sahara, qui sont des Arabes. Autant qu'on voit tous les villages qu'on voit à Asni, c'est des Berbères, des Chlouh. Et là, c'était un village de Douar l'Arabe. C'est des Arabes, des Touaregs, des hommes bleus, qui se sont installés là. Moi, je suis venu, je suis marié avec une Touareg. Et tu es berbère de l'Atlas. Je suis berbère de Haute-Atlas. On a pris des forces. On y On va file sur l'île. Ouais. Allez.
Au revoir. Nous avons 3 heures de marche dans les jambes. Nous venons de faire 17 km. Nous sommes passés de 1100 mètres à 1700 mètres d'altitude, ici, à une île, et nous passons devant le refuge du club alpin français. Nous avons pied de Jebel Toubkal, là où ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Vous pouvez monter jusqu'ici en voiture et puis l'abandonner sur le parking, elle ne risque rien. Vous pouvez même faire quelques provisions avant de partir en excursion et prendre quelques forces en ingurgitant des verres de thé bien sucrés et bien chauds. Je vous signale également qu'ici, vous pouvez chercher un guide qui vous accompagnera pendant toute la balade. Et si vous vous sentez un petit peu faible, n'hésitez pas à louer des mulets un peu plus haut. Dis-moi, je pense que même ici qu'il y a un bureau des guides. Si, il y a un bureau des guides juste à côté. Nous entrons dans le parc national. Nous empruntons en fait le sentier qui conduit au sommet du Jebel Toubkal à 4165 mètres d'altitude. Ouais. Et entre nous et le sommet, il y a quoi encore à franchir? Il y a le parc d'Armes, il y a Sidi Chamarouche, et après le refuge Lickner, pour 1007. Alors nous nous arrêterons seulement à Sidi Chamarouche. On conserve le sentier qui longe le petit torrent. Pas moyen de se perdre. L'été, cet endroit peut être qualifié d'oasis, tant il y fait bon et tant il y a de l'eau. Mais compte tenu de l'altitude et de la latitude, nous sommes sur le versant nord du Haut-Atlas, les palmiers sont remplacés par des noyers. Et je vous assure que les noix d'Imlil n'ont rien à envier aux noix de Grenoble. Ne cherchez pas les feuilles, nous sommes en février, il faudra attendre le mois de mars et la fin du mois de mars pour les voir se pointer. Nous traversons le cirque d'Aremt. C'est l'occasion de se reposer, de souffler un peu. Nous sommes au beau milieu de la grande tribu des Tachlaïtes, ces berbères, ces montagnards. On entend les voix des enfants qui sont en train de faire une partie de foot. Les femmes sont en train de laver le linge au torrent. Et il y a du bétail qui broute en ce moment sur des petits carrés de verdure qui sont en fait des terrasses sur lesquelles on cultive également des céréales et de la luzerne. Des terrasses comme le toit des maisons. Des toits sur lesquels on vit pendant l'été, on s'y repose, on y travaille. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point ces maisons, ces villages se confondent avec le milieu. Parce que les pierres qui servent à la construction des bâtiments sont directement tirées du paysage. Mais plus étonnant encore, est cette crête éboulée derrière le village qui présente d'énormes blocs, gros comme des maisons, des blocs en suspension.
Figurez-vous que dans la montagne, il se passe de drôles de choses. Ouais. Il y a fort longtemps, Mohamed remonte cette vallée en empruntant le lit de la rivière. Ouais. C'était la nuit, vers 2 h du matin. C'était au mois d'août. Il est doublé par un personnage âgé avec une grande barbe. Il lui dit « Mais où vas-tu si vite ?» Et le gars lui répond « Mais je vais chez moi. » « Mais où c'est chez toi? Tu verras où c'est. Là où tu trouveras mon bâton, j'habite. » Et le personnage en question était un génie, un jnoun, comme on dit ici, et pas n'importe Jnoun. lequel. C'était le roi des jnouns. Qu'est-ce qui se passe après à Oussa? La suite de l'histoire, il était rentré dans le rocher. Et après, il voit le bateau, l'enterrer. Après, il entend le voix de mec, mais il ne le voit pas. Il appelle, il ne le voit pas. La voix vient du rocher? Dans le rocher, d'enterrer le bateau au-dessus du rocher. Et puis tous les gens qui sont malades, ils viennent ici là pour le faire guérir un peu là. Dans le marabout, il y a qui reste 2 jours, il y a qui reste 3 jours, il y a qui reste 2 semaines. Puis ça donne un peu, c'est le roi du diable. C'est le roi du diable Le diable, ouais, c'est dit qui Chamarouche. finalement Ouais, guérit les gens. guérir les gens. Alors est-ce qu'il y a une fête chaque année? Ouais, chaque année, Au mois d'août. au mois d'août, ouais. C'est un grand moussem. Ou un grand moussem qui durait 4 jours. Voilà Sidi Chamarouche. Ça peut être une étape, vous pouvez y passer la nuit, et peut-être même que vous aurez la chance, une nuit du mois d'août, d'entendre le roi des génies.